Pourquoi la Corse est française? Enfin, je veux dire, pourquoi la Corse fait partie des régions de France? Je crois que je vais couper la vidéo là. Ne me menacez pas, hein. Ne me menacez pas, s'il vous plaît. Je vais juste faire une vidéo historique. Alors bien sûr, si vous voulez faire exploser la chaîne, vous pouvez la faire exploser en nombre d'abonnés. Mais ne la faites pas exploser dans le sens la faire striker. Je préfère qu'elle explose en nombre d'abonnés. Pourquoi la Corse est devenue française? On va voir tout de suite ça en vidéo. Alors dans le contexte de notre histoire, où nous sommes en pleine Renaissance, la Corse est sous domination génoise. Et ceci va amener les prémices d'une révolte. Alors la domination génoise en Corse commence au XIIIe siècle, après que Gênes ait obtenu le contrôle de l'île par les accords avec les seigneurs locaux. Donc la Corse était divisée en plusieurs districts appelés sestieri. Excusez-moi, je le prononce mal. Je vais réessayer. Sestieri, dirigé par des représentants génois. Gênes imposait des taxes élevées et contrôlait le commerce maritime sur la zone. Qu'en pensaient les Corses de tout cela? Eh bien au début, il y avait des tensions, mais les Corses ne pouvaient pas vraiment se révolter. Mais les Corses ont senti une certaine tension et des répressions ont commencé à se développer. Ils vivaient sous une administration étrangère, souvent perçue comme oppressive. La répression des révoltes était sévère et les Génois avaient du mal à maintenir l'ordre dans l'île. Vous le savez, depuis que vous regardez les vidéos d'Atlas, il y a des époques d'expansion, de stabilité et de déclin. Eh bien, au début du XVIIIe siècle, Gênes est affaiblie par des crises financières et des guerres. L'île devient difficile à administrer en raison des coûts croissants et des révoltes récurrentes, ce qui va conclure l'incapacité de Gênes à maintenir une présence militaire forte et va ouvrir la voie à la montée des indépendantismes locaux, les indépendantistes corses. Ainsi donc, à cette époque, va apparaître les premières révoltes d'impact, avec un général que vous ne devez pas beaucoup connaître, à savoir Pasquale Paoli. Cet homme, qui est fils de berger, va mener plusieurs révoltes contre l'autorité génoise. Il va y avoir des rébellions locales, des soulèvements sporadiques contre les taxes et la corruption génoise. Ces révoltes étaient locales et manquaient de direction unifiée. Certains seigneurs corses tentaient de coordonner des révoltes plus larges, mais leur effort échouait en raison de divisions internes et du manque de soutien international. Nous sommes alors le 20 avril 1755. Nous parlons alors de la réunion de Moro Saglia. Cet événement marque le début de la République corse, dirigée par Pasquale Paoli. Je vous en avais parlé précédemment. C'est lui qui va réussir à unifier les révoltes corses sous sa direction. Nous sommes en avril 1755. Les leaders corses se réunissent à Moro Saglia, un village de la région de Castagniccia, pour discuter de la révolte contre Gênes et la création d'une nouvelle république. Paoli, un leader charismatique et intelligent, élu général en chef, est vu comme un homme de lumière, apportant des idées modernes sur l'île corse. Paoli met en œuvre une série de réformes transformant la Corse en une république moderne. Il produit une constitution et un gouvernement républicain avec une séparation des pouvoirs et des droits pour les citoyens. Dites-vous que c'est en Corse qu'est établie une des premières constitutions démocratiques modernes en Europe. Là-bas, les réformes sont économiques et sociales. Et ce n'est pas que du blabla dans le vent, il y a de l'action. Il y a l'introduction de la pomme de terre pour améliorer la nutrition et l'économie locale, la fondation de l'île Rousse, création d'une nouvelle ville pour encourager le commerce, et il y a la monnaie et imprimerie, donc création d'une monnaie locale et d'une imprimerie pour renforcer l'autonomie économique et culturelle de l'île. Également, Paoli déplace la capitale à Corte, un lieu central pour l'administration et la défense. Bon, pour Gênes, qui est en proie à des crises politiques et financières, l'indépendance de la Corse n'est pas une bonne nouvelle. Gênes va décider donc une idée diabolique, alors peut-être pour les Génois diaboliquement intelligente, mais pas pour tous. Et cette idée diabolique, c'est de vendre la Corse. La République génoise criblée de dettes est incapable de maintenir son autorité sur l'île, incapable de gérer les révoltes corses et les défis militaires. Gênes va décider de négocier avec la France. Il est dès lors certifié le 15 mai 1768 le traité de Versailles, où Gênes cède l'administration de la Corse à la France en échange d'une aide financière. Ce traité marque la fin de la domination génoise et le début de l'occupation française.
Les conditions du traité sont les suivantes. La France, elle, cherche à renforcer sa position en Méditerranée. Le traité est une stratégie pour accroître son influence et ses territoires. Et les Corses, eux, sont méfiants vis-à-vis des Français, mais la puissance militaire de la France semble terrible. Pour certains, qui veulent développer plus en profondeur pourquoi la France souhaitait développer son influence en Méditerranée, c'est par rapport aux routes de l'Orient, notamment les routes vers l'Égypte, qui permettaient un commerce accru qui amènerait à une expansion du territoire français. Mais revenons à nos moutons. Alors la population corse, malgré des divisions internes, soutiennent en grande partie la résistance contre les forces françaises. La bataille de Ponte Novu a lieu entre le 8 et le 9 mai 1769. La bataille décisive entre les troupes françaises et les forces corses. Donc l'armée française est mieux équipée, plus nombreuse, affronte les troupes corses qui sont en grande partie constituées de volontaires et de mercenaires. La bataille se déroule sur des terrains difficiles. Les forces corses, malgré une résistance acharnée, subissent une défaite terrible. Suite à la défaite, Pascal et Paoli est contraint à l'exil en Angleterre, marquant la fin de la République corse. On en parlera d'ailleurs dans le prochain épisode. L'épisode n'est pas fini, mais pensez à aimer, à partager et à commenter. Donc la Corse est annexée et devient une province française après 1769. Il y aura des tentatives de révolte contre l'autorité française, mais qui seront sévèrement réprimées, à la manière des Chouans dans la Vendée. L'administration française impose progressivement ses lois et sa langue. La Corse est intégrée dans le système administratif français, et ayant des changements dans la gestion et la justice, et il va y avoir des efforts pour intégrer la Corse culturellement et administrativement à la France, mais ça c'est pas toujours évident à faire. Surtout en Corse où il y a une très forte identité. Alors bien évidemment, il y a des impacts sociaux et culturels. La résistance à l'assimilation, le maintien de la langue corse et les traditions vont se maintenir malgré la domination française, bien évidemment. Il va y avoir une influence de la période génoise et de la République de Paoli sur l'identité corse contemporaine et les mouvements autonomistes modernes. On le voit, l'histoire de la Corse, de son intégration à la France, est un récit complexe de rébellion, de transformation et de résilience. En retraçant ce parcours, on découvre une île dont l'identité et le destin a été façonné par des siècles de domination étrangère, des aspirations d'indépendance, et finalement une incorporation dans l'Empire français. L'intégration de celle-ci dans le royaume de France est un exemple de la manière dont les territoires se transforment sous la pression des forces politiques et militaires. Ce processus, marqué par la résistance, les réformes et la réconciliation, nous rappelle les complexités de l'identité et de la gouvernance dans un contexte de changement géopolitique. La Corse, avec son histoire unique, demeure un symbole de la diversité, des défis auxquels sont confrontées les nations, en quête d'équilibre entre identité locale et intégration nationale. Ceci nous invite à réfléchir sur la manière dont les héritages du passé continuent de façonner les réalités contemporaines et comment les aspirations à l'autonomie et à la reconnaissance se manifestent dans les dynamiques politiques modernes. La Corse reste ainsi un exemple vivant des tensions entre l'unité nationale et la diversité régionale et un rappel puissant de la richesse de son patrimoine historique et culturel. Pensez à liker, à commenter et à partager. Pensez à me laisser un petit don sur Tipeee. Moi je vous laisse ici et on parlera de d'autres faits surprenants sur la Corse. Allez, salut les amis.